Comment une mère peut-elle demander à l'homme de sa vie de ne jamais prévenir ses propres enfants, même au seuil de la mort? Et surtout, quelle blessure assez lourde, assez ancienne, pourrait justifier un silence pareil? La nuit où tout a basculé, Biyuna a murmuré une phrase qui hante encore son mari. « Si tu m'aimes vraiment, ne les appelle pas. Pas cette fois. » Pourquoi ces mots-là? Pourquoi cette urgence, cette peur presque instinctive qu'il ne franchisse pas la porte de sa chambre? Ce n'est pas seulement l'histoire d'une fin douloureuse, c'est l'histoire d'un pacte secret, conclu des années plus tôt dans l'ombre, un pacte qu'elle a protégé jusqu'à son dernier souffle. De quoi voulait-elle préserver ses enfants, ces silhouettes invisibles que personne n'a vues, mais que toute l'Algérie interroge aujourd'hui? Voici l'histoire du pacte que Biyuna a caché toute sa vie et de la promesse impossible que son mari a dû porter seul. Avant les silences, avant les secrets, il y avait une trajectoire fulgurante que toute une génération n'a pas oubliée. Biyuna n'est pas née dans la lumière, mais dans ces ruelles de Bellecour où l'on apprend très tôt que la voix peut devenir une arme et que l'audace est parfois la seule façon d'exister. Très jeune, elle comprend que la scène n'est pas un simple décor, mais un refuge, un territoire où personne ne peut lui dicter ce qu'elle doit être. À 10 à 7 ans, elle embrasse déjà les troupes de chant, puis les cabarets d'Alger, ces lieux vibrants où le public reconnaît immédiatement ceux qui ne trichent pas. Chez elle, rien n'était apprêté. Chaque geste, chaque rire, chaque provocation était une affirmation de liberté. C'est cette authenticité brute qui attire la télévision et fait d'elle une icône, une femme que l'Algérie regarde avec admiration, mais aussi avec perplexité. Elle ne ressemblait à personne. Elle ne suivait aucune règle. Elle avançait. Mais ce que le public voyait comme une force, ceux qui la connaissaient comprenaient que c'était aussi une armure forgée contre les humiliations de l'enfance, contre les jugements, contre cette impression douloureuse que la vie voulait parfois lui imposer un destin plus étroit que le sien. Alors elle a construit son propre monde, fait de scènes, de couleurs, de cris, de personnages trop grands pour rester enfermés. Et au cœur de ce monde, loin des caméras, il y avait une femme beaucoup plus vulnérable qu'on ne l'a imaginé. Une mère qui aimait profondément, mais qui aimait avec pudeur, comme si chaque geste d'affection devait rester protégé du regard des autres. Elle a élevé ses enfants dans cette dualité étrange. Une mère flamboyante devant tout un pays, et presque invisible dans les rares instants qu'elle leur offrait. Cette contradiction, qui semblait n'appartenir qu'à elle, sera pourtant la clé du drame final. Car la même femme qui a passé sa vie à tout montrer sciemment au public, a passé des années à cacher ce qu'elle avait de plus précieux. Ses enfants n'ont pas grandi dans la lumière qu'elle portait. Ils ont grandi à côté d'elle, dans une ombre choisie, presque sacrée. Et c'est cette ombre, justement, qui deviendra le cœur du pacte qu'elle défendra jusqu'à son dernier souffle. À mesure que sa carrière avance, quelque chose en elle commence à se fissurer, presque imperceptiblement au début. Le public voyait une femme flamboyante, provocante, invincible. Mais ceux qui l'approchaient de près savaient que derrière les rires trop sonores et les colères théâtrales, il y avait un souffle qui se raccourcissait. Un regard qui se perdait un peu plus longtemps qu'avant, comme si son esprit cherchait un endroit où se reposer enfin. Son mari raconte qu'elle rentrait certains soirs avec une fatigue qu'aucune danse, aucune chanson, aucune ovation ne pouvait masquer. Elle s'asseyait un instant, en silence, puis se relevait aussitôt pour remettre le masque. Il suffisait que le téléphone sonne, qu'une répétition s'annonce, qu'un journaliste demande une interview pour qu'elle redevienne la Biyuna que le monde attendait d'elle, droite, maquillée, audacieuse, comme si rien ne l'avait jamais effleurée. Mais dès que les portes se refermaient derrière eux, le décor changeait, ses mains tremblaient légèrement, ses épaules, si souvent relevées en signe de défi, s'affaissaient. Parfois, elle restait des heures dans la salle de bain, laissant couler l'eau pour étouffer des sanglots qu'elle refusait de montrer même à l'homme qui partageait sa vie. D'autres nuits, elle s'asseyait au bord du lit jusqu'à l'aube, incapable de fermer les yeux, murmurant des bribes de souvenirs d'enfance que lui ne comprenait pas. Un soir, il la trouve debout dans le salon, immobile, les yeux fixés sur un cadre posé à l'envers. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle regarde, elle répond simplement « Je crois que je suis fatiguée d'être forte ». C'est la première fois qu'elle laisse tomber l'armure. Et c'est aussi la première fois qu'il réalise qu'elle se bat contre quelque chose de plus profond que la maladie ou l'usure, une solitude ancienne, enracinée dans tout ce qu'elle n'a jamais voulu expliquer.
car si Biouna savait défendre ses idées sur scène, elle ne savait pas défendre ses failles. Elle avait appris à se protéger en étant brillante, excessive, indomptable. Mais cette force, admirée par des millions, l'isolait paradoxalement de ce qu'elle avait de plus fragile. À force de devenir une légende, elle avait cessé d'être une femme parmi les autres. Et au cœur de cette solitude silencieuse, il y avait une autre absence qui la hantait, celle de ses enfants. Non pas par éloignement volontaire ou par rejet, mais parce qu'elle avait elle-même construit une frontière sacrée entre eux et sa vie publique. Une frontière qu'elle avait juré de ne jamais franchir, coûte que coûte. Ce n'était pas une décision prise contre eux, c'était une décision prise pour eux, pour leur éviter la violence du regard public, la rumeur, les jugements, les comparaisons injustes. Mais une frontière, même protectrice, finit un jour par séparer plus qu'elle ne protège. Et c'est précisément cette frontière qui deviendra le centre du pacte secret que nul n'aurait imaginé. Dans la vie de Biouna, ses enfants n'étaient pas absents. Ils étaient ailleurs, à l'écart, dans une zone qu'elle seule savait protéger. Contrairement à ce que certains ont imaginé, ce retrait n'était ni une rupture ni une fuite. C'était un choix qu'elle avait façonné dès leur enfance, lorsque les premières rumeurs l'avaient blessée, lorsque les journaux avaient commencé à s'intéresser à tout ce qui touchait de près ou de loin à sa vie privée. Elle avait vu trop de carrières détruites par la curiosité publique, trop d'enfants écrasés par le nom de leurs parents, trop de jeunes transformés malgré eux en symboles ou en cibles. Alors elle s'était juré une seule chose. Ce que la lumière lui avait pris, elle ne laisserait jamais la lumière le prendre à ses enfants. Les années passant, cette résolution s'était transformée en règle silencieuse. Elle ne parlait jamais d'eux devant les caméras, elle ne les montrait pas. Elle ne répondait à aucune question les concernant. On disait qu'elle cachait une part d'elle-même. C'était vrai. Sauf que cette part n'était pas une honte. C'était une fierté muette, un amour farouche, presque animal. Pourtant, cette protection avait un prix. En voulant leur offrir la paix, elle avait aussi accepté qu'une distance s'installe, une distance qui n'était pas du désamour, mais un espace où chacun vivait selon son propre rythme, loin des éclats qu'imposait sa renommée. Elle savait que certaines décisions qu'elle avait prises autrefois avaient laissé des traces. Elle savait que leur chemin n'avait pas toujours été simple, ni pour elle, ni pour eux. Mais elle refusait que ces traces deviennent des armes, des titres dans les journaux, des sujets de débat ou de compassion forcée. Ses enfants avaient choisi l'ombre, et elle avait choisi de respecter ce choix avec une loyauté presque sauvage. C'est pour cela que leur absence publique a alimenté tant de fantasmes, tant de spéculations. On parlait d'un mystère, d'une froideur, d'une rupture irréparable. Pourtant, la vérité était ailleurs. Ils existaient, mais hors champ. Elle en parlait peu, mais lorsqu'elle le faisait, sa voix avait une douceur inattendue, une tendresse que ceux qui ne l'avaient vue que sur scène n'auraient jamais imaginée. Dans cette ombre préservée, elle trouvait une forme de paix. Une paix fragile, mais essentielle. Et c'est précisément cette paix qu'elle défendra de toutes ses forces lorsque la maladie s'imposera, lorsque le corps commencera à lâcher, lorsque l'heure des choix difficiles approchera. Car ce lien invisible, protégé depuis tant d'années, deviendra l'âme même du pacte secret. Un pacte qu'elle exigera de son mari dans les tout derniers jours, ne pas briser l'équilibre que sa vie entière avait tenté d'édifier. Et au moment où elle sentira la fin approcher, ce choix deviendra plus qu'une décision. Ce sera un testament moral, un dernier acte d'amour. C'était une nuit sans bruit, une nuit où même la maison semblait retenir son souffle. Elle n'était pas encore hospitalisée, mais son mari savait que quelque chose venait de franchir un seuil invisible. Biouna s'était installée sur le canapé, celui où ils avaient ri, où ils s'étaient disputés, où elle lui racontait parfois des souvenirs impossibles à dater. Cette fois pourtant, elle ne disait rien. Elle regardait droit devant elle, comme si elle cherchait une réponse dans l'obscurité. Quand il s'est assis à côté d'elle, elle a posé sa main sur la sienne. Un geste simple, mais d'une gravité qui lui a immédiatement serré la gorge. Sa voix, lorsqu'elle est enfin sortie, était plus lente, presque étranglée. « Je vais te demander quelque chose que tu ne vas pas aimer. » Il a voulu plaisanter, comme d'habitude. Elle l'a arrêté d'un regard. Dans ses yeux qui avaient tant défié le monde, il n'y avait plus ni insolence ni colère. Il n'y avait que de la lucidité. Une lucidité froide, implacable, presque douloureuse. Elle lui a alors confié ce qu'elle n'avait jamais osé dire.
Elle sentait son corps lâcher. Elle savait que la bataille serait courte, peut être inégale, peut être perdue d'avance. Mais ce n'était pas la peur de mourir qui la hantait, c'était la peur de l'exposition. La peur qu'on scrute son visage épuisé, qu'on commente sa déchéance, qu'on fasse de sa vulnérabilité un spectacle. Tout ce qu'elle avait combattu toute sa vie. Puis elle a murmuré la phrase qui changerait tout. « Si je perds cette bataille, ne les appelle pas. Pas cette fois. » Il est resté figé. Il a cru mal entendre. Tu veux dire « les enfants ?» Elle a acquiescé sans détour. Alors la question est sortie de lui, brutale, presque instinctive. Pourquoi ? Pourquoi leur refuser ce dernier moment ? Sa réponse est tombée comme un souffle brisé. Parce que je veux qu'ils restent libres. Ils ont fui ma lumière. Ma mort ne doit pas les ramener dans l'ombre d'un scandale. Elle expliquait cela sans larmes, sans trembler. Avec cette force étrange que l'on rencontre chez ceux qui ont déjà accepté l'inévitable. Elle ne voulait pas qu'on les filme entrant dans un hôpital. Elle ne voulait pas qu'on devine leur visage, qu'on fouille leur identité, qu'on remonte des années de silence. Elle savait que sa disparition deviendrait matière à rumeurs, terrain de recherche, objet de curiosité. Elle refusait que ses enfants en payent le prix. Il a insisté. Il a parlé de l'amour, de la famille, de l'importance des adieux. Elle a seulement souri. Ce sourire doux et obstiné qu'il connaissait mieux que personne. Tu sais très bien que j'ai toujours décidé de ma manière d'entrer en scène. Laisse-moi décider de ma manière de sortir. Ces mots l'ont transpercé. Il comprenait soudain qu'elle lui demandait non seulement de respecter un choix, mais de porter un fardeau. D'accepter d'être jugé, incompris, accusé, d'accepter que l'histoire publique la contredise, d'accepter de rester seule face à ceux qui voudraient savoir. Alors elle a serré sa main plus fort encore et a soufflé. « Promets-le-moi. » Ce soir-là, il n'y avait ni caméra ni témoin, juste deux silhouettes dans une maison silencieuse. Lui, face à une demande qu'aucun mari ne devrait avoir à entendre. Elle, face à la seule décision qu'elle estimait encore pouvoir contrôler. Et dans cet instant suspendu, le pacte fut scellé. Un pacte de silence, un pacte d'amour, un pacte que personne n'aurait jamais imaginé et que lui seul devrait porter jusqu'au bout. Lorsque les médecins ont finalement conseillé une hospitalisation, Biyuna n'a pas protesté. Ce fut, selon son mari, le signe le plus inquiétant. Elle, qui avait toujours refusé qu'on décide à sa place, acceptait soudain qu'on la conduise à l'hôpital sans un mot. Dans le taxi, elle regardait par la fenêtre sans rien voir, les mains serrées l'une contre l'autre, comme si elle tentait déjà de se séparer du monde. À leur arrivée, les infirmières ont parlé de fatigue extrême, de complications, de soins urgents. Tout est allé vite, trop vite. On les a installés dans une chambre isolée, à l'écart du bruit des couloirs. Le soir est tombé, lentement. Le silence, lui, ne les a plus quittés. C'est là, dans cette chambre, où la lumière blanche découpait les ombres avec une précision presque cruelle, que son mari a commencé à vaciller. Le pacte qu'elle lui avait imposé quelques jours plus tôt devenait soudain insupportable. Les machines bipaient calmement, comme si elles observaient la lutte intérieure d'un homme partagé entre la fidélité et l'instinct. Plusieurs fois, il a pris son téléphone. Plusieurs fois, il a ouvert le carnet des numéros. Et chaque fois, son doigt est resté suspendu avant de retomber. Il voyait son visage se creuser un peu plus chaque heure, son souffle devenir plus court, ses paupières battre comme un dernier refus d'abandonner. Comment ne pas appeler leurs enfants ? Comment leur refuser cette dernière chance de dire adieu ? Comment accepter que la femme qu'il aimait parte sans un cercle familial autour d'elle ? Mais alors qu'il hésitait à franchir ce pas, les mots qu'elle avait prononcés sur le canapé revenaient, précis, indiscutables. « Si tu m'aimes vraiment, ne les appelle pas. » Et Sinise, de Gite, et Tétéphane. Et une autre phrase, plus dure encore, s'imposa à lui. « Ma mort ne doit pas les ramener dans la lumière que j'ai passé ma vie à fuir pour eux. » Il comprit alors que ce choix, aussi douloureux soit-il, n'était pas une rupture. C'était un acte de protection, le dernier, le plus absolu. Elle ne lui demandait pas de blesser ses enfants, elle lui demandait de les préserver comme elle l'avait toujours fait. Les heures ont passé, la nuit s'est épaissie. Il lui parlait doucement, comme pour retenir le temps. Il évoquait les débuts, les chants, les nuits d'Alger, les caprices,
les fous rires, il lui racontait leur histoire, comme si chaque mot pouvait l'empêcher de partir trop vite. Et puis, à un moment qu'il n'oubliera jamais, elle a ouvert les yeux une dernière fois. Un regard à peine perceptible, mais clair, tranquille, presque reconnaissant. Elle a murmuré quelque chose qu'il n'a compris qu'après coup. « J'ai fait ce que j'ai pu. » Pas... Ikeun. Il a posé son front contre le sien. Son souffle s'est ralenti, puis s'est éteint doucement, comme une flamme qui refuse le spectacle et choisit la discrétion. Elle est morte ainsi, dans ses bras, selon sa volonté. Sans cri, sans foule, sans éclat. Et lui, seul dans cette chambre blanche, savait qu'il venait d'accomplir la promesse la plus lourde de sa vie. Il avait tenu le pacte. Jusqu'au bout. Lorsque la nouvelle de sa disparition a éclaté, un pays entier s'est interrogé. Pourquoi ses enfants n'étaient-ils pas là? Pourquoi aucun visage, aucune main, aucune présence familiale autour de son lit? Les spéculations ont afflué, parfois cruelles, souvent absurdes. On parlait de rupture, de conflit, de secrets honteux. Mais celui qui savait la vérité, celui qui avait tenu sa main jusqu'au dernier souffle, restait silencieux. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. La presse cherchait des explications. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Des inconnus affirmaient détenir des informations. Puis, un matin, à l'hôpital, une infirmière lui a tendu son téléphone. Un message circulait partout. Une jeune femme prétendant être la fille de Biyuna lançait un appel angoissé, disant qu'elle ne trouvait plus sa mère. Il a lu ce message en silence. Son cœur s'est serré. Il aurait voulu expliquer, rassurer, dire la vérité. Mais quelle vérité, au juste? Celle d'une promesse faite dans l'ombre? Celle d'une mère qui avait choisi de protéger ses enfants jusqu'au bout? Celle d'un pacte que personne ne comprendrait? Ce soir-là, il a trouvé la force de lui en parler. Elle était faible, presque absente. Mais à l'évocation du message, une seule larme a glissé sur sa joue. La seule qu'il ait vue sans qu'elle cherche à la cacher. Puis elle a murmuré « Si elle me cherche vraiment, elle sait où me trouver. » Possible. Y apprend ça. Ce fut tout. Aucun ordre, aucune colère, aucune justification. Elle refusait que sa mort devienne un spectacle, qu'on utilise son nom ou celui de ses enfants pour alimenter une histoire qui ne leur appartenait pas. Après sa disparition, son mari s'est retrouvé face à ce dilemme terrible. Devait-il révéler le pacte pour se défendre? Devait-il parler pour justifier l'absence des enfants, pour calmer les rumeurs, pour éteindre les accusations? Il a compris que répondre, c'était déjà trahir. Alors il s'est tu, parce que ce silence-là n'était pas une fuite, c'était une fidélité, une prolongation de l'amour qu'elle lui avait confié comme un fardeau et comme un dernier don. Et aujourd'hui encore, lorsque le monde lui demande pourquoi les enfants n'étaient pas là, il répète simplement « parce qu'elle l'a voulu ainsi, et je lui ai promis ». Au-delà des rumeurs, au-delà des questions qui restent ouvertes, l'histoire de Biyuna révèle une vérité plus intime. Certaines vies ne se comprennent qu'à travers leur silence. Elle avait passé des décennies à affronter la lumière, à provoquer, à bousculer les certitudes, à refuser les cadres qu'on voulait lui imposer. Mais au moment décisif, elle a choisi exactement l'inverse. La discrétion, la pudeur, la protection farouche de ce qu'elle considérait comme le plus précieux. Le pacte qu'elle a demandé à son mari n'était pas une rupture. C'était une forme d'amour, une manière de préserver ceux qui avaient refusé de grandir sous les projecteurs, une manière de s'assurer que sa mort ne devienne pas une nouvelle scène, un nouvel épisode de curiosité publique. Elle savait que certains ne comprendraient pas, elle savait que certains jugeraient. Pourtant, elle n'a pas cédé. Jusqu'au bout, elle est restée fidèle à la frontière qu'elle avait dessinée entre le public et le privé. Et lui, l'homme qui l'a tenue dans ses bras alors qu'elle s'éteignait, porte aujourd'hui cette promesse comme une part d'elle, non pas comme un poids, mais comme un héritage. Parce que dans ce souffle ultime où elle a murmuré « j'ai fait ce que j'ai pu », il a compris que sa vie entière avait été un combat discret, celui de rester humaine malgré la célébrité, celui d'aimer sans exposer, celui de protéger même quand tout semblait l'opposer. Au fond, ce pacte secret n'était pas un mur. C'était un geste de tendresse. Une façon de dire que l'amour le plus sincère est parfois celui qu'on garde dans l'ombre.